Donc on va redescendre un petit peu sur terre. Merci Philippe, hein, c'était du très haut. On va parler de choses qui nous concernent sûrement plus souvent au quotidien, qui concernent la convention, bien évidemment, c'est le carton bleu. Le carton bleu, c'est quelque chose que tout le monde connaît, mais je pense qu'il est très très mal utilisé, en l'occurrence, surtout en dehors des matchs. Ce n'est pas uniquement l'affaire des arbitres et on va y arriver. Tout d'abord, je voulais vous présenter un petit travail qu'on vient de faire, que vous avez reçu probablement dans les infos hebdo de la Fédé. Le son va passer si je mets la vidéo ou pas? Avec peut-être mon micro. On ne fera pas de l'arsène. Allez, c'est parti. La commotion cérébrale est une blessure qui n'est pas rare dans le sport de contact. Il s'agit d'un accident sur lequel le regard a changé dans tous les sports ces dernières années. En effet, si auparavant on valorisait le guerrier qui retournait sur le terrain après un chaos, on sait aujourd'hui que cette attitude est à risque pour le sportif. La commotion cérébrale, c'est quoi? Il s'agit d'un choc à la tête dont l'onde se propage à travers le cerveau, ce qui va être responsable de désordres dans le fonctionnement de cet organe. Ceci se traduit par l'apparition de symptômes après l'impact, comme une perte d'équilibre, une perte de connaissance ou une perte des repères spatio-temporels. Parfois, les symptômes sont moins visibles et uniquement ressentis par le joueur, par exemple des maux de tête ou des troubles visuels. Quelle est l'évolution d'une commotion cérébrale? Après l'impact, il existe plusieurs symptômes qui traduisent le fait que le cerveau est en phase de récupération. Maux de tête, vertige, troubles de l'équilibre, troubles de la mémoire ou de la concentration. Tant qu'ils sont présents, la récupération est incomplète. Que dois-je faire en cas de suspicion de commotion cérébrale? La première chose à faire est de signaler au coéquipier, au banc ou à l'arbitre que l'impact est inhabituel. En effet, le règlement de la FFR prévoit la possibilité de sortir un joueur suspect de commotion cérébrale sur carton bleu. De la même façon, si j'observe un choc suspect chez un coéquipier, je dois le signaler. Ensuite, le joueur sorti sur commotion cérébrale ne doit pas rester seul dans les heures qui suivent, ceci jusqu'au lendemain. La commotion cérébrale doit être déclarée à l'arbitre ou à l'administrateur du club qui déclarera le carton bleu et la suspension de licence sur le site de la fédération si par exemple la commotion cérébrale est survenue en dehors d'un match. Quels sont les risques en cas de commotion cérébrale? Le risque principal est la persistance de symptômes invalidants de façon prolongée. Dans les cas les plus sérieux, il devient même impossible de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire. Ce risque devient très important si l'on n'a pas observé une période de récupération et que l'on veut reprendre trop tôt après une commotion cérébrale. Quand puis-je reprendre après une commotion cérébrale? Le déblocage de la licence après carton bleu nécessite que le joueur ait observé une période de récupération durant laquelle il n'a pas été exposé au contact. Cette durée est fixée par règlement, mais nécessite aussi que tous les symptômes liés à la commotion aient disparu. C'est pour cette raison qu'il faut consulter un médecin qui s'assurera de la disparition de tous les symptômes, y compris à l'effort et lors des activités scolaires et professionnelles. Ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser au quotidien. Il est accessible sur la page, médicale de Vali et sur YouTube, si vous tapez la commotion cérébrale, c'est l'affaire de beaucoup de tout. Vous avez bien compris des messages forts. En l'occurrence, ce n'est pas que l'affaire de l'arbitre et ce n'est pas uniquement un match. On peut déclarer un carton bleu, on va en reparler, en dehors d'une circonstance de match. Un fait nouveau que vous avez sûrement vu passer aussi, c'est que c'est World Rugby qui a imposé le carton bleu pour le plus de 19 ans, ça sera 21 jours sans retour à la compétition, et ça risque de faire un peu rincer, mais ça va aussi dans le sens de ce que disait Philippe. Il faut qu'on soit là pour protéger, et même si le carton bleu a été un excès de zèle, même s'il a été mis à tort, je pense que lui profite aux joueurs et aux autres. Donc je vous rappelle, le process, il n'est pas très vieux, c'était juste avant le Covid, 2017-2018, c'est d'abord la Fédérale 1, et puis le cockpit féminin et Armel Leclerc, on changeait de nom bien sûr. En 2019, on avait élargi un peu plus au Fédéral 1, 2, 3, au Nord, top 8, et puis les catégories d'Arman, Anne Larsoni, les Crabos, et aussi le championnat espoir. Et puis c'est à ce moment-là, 2019-2020, que le carton bleu a été
étendu à toutes les catégories. Bon, il y a eu la pandémie, bien sûr, donc il y a eu un petit coup d'arrêt, mais pour autant, aujourd'hui, ça refait le tour. Sur Ovalie, on est à 18 000 commotions cérébrales, c'est-à-dire 18 000 cartons bleus déclarés, en tout cas, sur l'ensemble de la Fédé, en sachant que ça a surtout repris après la pandémie, donc à partir de 2021, donc à peu près en 4 ans. Ce qui est sûrement sous-évalué, mais enfin, ça a le mérite d'exister. Le blocage de licence, je vous en parle pas parce que vous avez bien compris le principe. Le protocole de reprise du jeu, Philippe en a parlé, il est essentiel, il fonctionne par palier. Vous le retrouvez aussi sur la page médicale de la Fédé, et puis le joueur reçoit son avertissement de licence bloquée, mais reçoit aussi son auto-questionnaire pour voir si les symptômes disparaissent, le certificat médical pour débloquer la licence, mais il reçoit aussi le lien pour aller chercher ce protocole de retour au jeu. Le principe, vous le connaissez, on parle souvent de l'arbitre, c'est la sortie définitive. Vous savez aussi que tout officiel de match peut porter à la connaissance de l'arbitre le fait qu'il y ait une commotion et lui dire ce joueur-là, je demande de lui mettre un carton bleu, j'ai bien vu, voilà. Et puis l'encadrement technique, donc vous faites partie des coachs, parce qu'il faut changer aussi d'attitude et savoir dire voilà, il y a un joueur qui n'est pas bien, je pense que c'est une commotion, même si je ne suis pas docteur, ce n'est pas le but d'être médecin. Vous devez, il va falloir que ça change, je pense, aller voir l'officiel de match ou si c'est à l'entraînement, l'administrateur du club qui a accès à la licence pour bloquer la licence du joueur. Je pense que c'est vraiment un problème qui ne concerne pas que l'arbitre. Juste pour vous rappeler que dans un club, c'est pas pour faire peur, mais c'est le président qui est responsable de la santé de ses joueurs. Donc c'est aussi au président de faire passer au sein des clubs ces messages forts. Et vous voyez, j'ai un peu listé, mais on l'a vu dans les vidéos, les joueurs entre eux. Un autre joueur est au sol et a des signes de commotion, il faut le signaler. L'éducateur, l'entraîneur, je vous l'ai dit, le référent fédéral, l'équipe médicale fédérale, le kiné, le médecin, bien évidemment, même si on parle des fautes de connaissance de la commotion, y compris dans nos métiers. Les risques, je vais passer assez vite, Philippe vous les a dit, hein, c'est cette baisse de vigilance avec un risque de second impact. Bien sûr, il y a des risques neurologiques graves à distance, c'est plus le fait cumulatif des impacts et des accélérations. Là-dessus, et puis surtout parfois, en dehors du rugby, la persistance de symptômes assez simples, comme la difficulté à faire ses devoirs pour un jeune, la difficulté à se concentrer ou à tenir une réunion pour quelqu'un qui aura fait le travail, ou ainsi quelqu'un qui doit quitter le travail ou quitter la classe parce qu'il a encore des signes qui nécessitent du repos. Donc l'effet, Philippe vous a montré à travers différentes vidéos, mais l'effet de l'impact et du cerveau, vous voyez, qui est un tissu mou dans la boîte crânienne, c'est ça qui génère et des symptômes de manière aiguë et qui va aussi, si on ne respecte pas les règles, faire persister des symptômes à court et moyen terme. Le problème de l'encéphalopathie chronique post-traumatique, ce n'est pas le débat, il vous en a parlé, c'est plutôt le nombre d'impacts répétés. Dans les symptômes, je voulais quand même un petit peu insister sur plusieurs choses. Aujourd'hui, dans le rugby, un peu moins, mais il y a encore au début du carton bleu, on disait tant qu'il n'y a pas perte de connaissance, tant qu'il n'y a pas de chaos, c'est pas une communion. La perte de connaissance, ça représente moins de 5%. Combien 15%. Moi, j'aurais dit même moins, mais donc 15%. Les troubles de l'équilibre, on en trouve beaucoup plus. Des convulsions, c'est plutôt très rare, on fait sur le terrain. Les gestes un petit peu inappropriés, comme vous l'avez écrit Philippe, ça, on peut en voir. On en voit un instrument plus dans le top 14. Et puis, cette désorientation, les yeux hagards, le regard vide, vous voyez, Florence Rago ici, tout le monde se souvient. Je pense que là, il n'y a pas de question, il n'y a même pas besoin de lui dire ça va, c'est tout sort et on verra. Il y a aussi des circonstances qui sont plus embêtantes, mais aujourd'hui, il va insister là-dessus, le fait d'être plus longtemps allongé au sol, d'être immobile, de ne pas se relever. Donc c'est pour ça que maintenant, y compris dans le milieu pro, on dit aux joueurs, relève-toi, si tu restes au sol, le médecin de match va te sortir et on va faire le protocole commotion. Donc si on est lent à se relever, donc on ne joue pas comme au football à faire semblant. Si on est bien, on se relève, on reste pas au sol, bien évidemment. Et puis les événements dans le jeu, donc là c'est plutôt du technique, et c'est vrai que c'est à la détente de faire passer les bons messages. Mais il faut savoir que soit c'est un coup à la tête qui est direct, mais vous savez qu'un plaquage qui va générer ce mouvement qui vient de la tête va suffire sans pour autant qu'il y ait eu un coup à la tête. Je pense qu'il y avait peut-être une vidéo où tu montrais un plaquage au thorax et qui était pourtant générateur. Bon, bien sûr,
les plaquages à deux, les plaquages hauts, les rocks appuyés, tout ça, ça a un petit peu évolué, heureusement, et on est plutôt bien. Vous savez que à partir de la fédérale du 2, si je ne dis pas de bêtises, donc on plaque aux hanches et pas au niveau des épaules, et on commence à avoir des chiffres à travers le process bien joué. Vous êtes réunis pour le process bien joué aujourd'hui aussi? J'ai vu ça sur la fichette, non? On en parle après? On en parle. Donc ça c'est très important, hein. On ne le débat, mais chaque club, s'il peut y avoir un 40 qui génère des blessures, ça nous donne des données. Et donc on voit déjà que dans les divisions où le plaquage est plus bas, on a moins de lésions que des coups, donc probablement moins de commotion cérébrale. Ça ne donne pas des diagnostics parce que ce sont des gens qui sont non médicaux, qui instruisent l'application bien jouée. Et ça va dans le sens de la question qui nous est posée. Il y a déjà des outils, y compris fédéraux, pour créer de l'épidémiologie. Pareil, on va aller assez vite, mais je pense que c'est la vie que je rappelle, hein, les maux de tête, les vertiges, la confusion, la vision floue, les nausées, les vomissements, Philippe vous en a parlé, la fatigue anormale, le fait de se sentir dans le brouillard, une sensibilité à la lumière, au bruit, et la confusion, c'est-à-dire qu'on confond les prénoms des copains, des choses assez simples habituellement. Mettre le joueur en sécurité, ça reste l'essentiel, et vraiment, là où on voudrait appuyer, c'est la déclaration sportive orale, et pas forcément par l'arbitre, pas forcément en match, parce que ça peut survenir à l'entraînement. Ça peut survenir aussi un gamin qui vient à l'entraînement et qui vous dit j'ai été percuté par un bus, j'ai mal à la tête, il n'a pas de raison aujourd'hui, c'est jusqu'à preuve du contraire, une commotion, on peut très bien dire, écoute, non, bah, c'est pas du rugby, mais finalement ça fait une commotion, tu as eu un accident de scooter ou tu as été percuté par je ne sais quoi. Il y a des accidents de la vie courante qui génèrent des commotions, ce n'est pas uniquement dans le sport. Qu'est-ce qui a changé avec le carton bleu? Non, ça c'était pour dire qu'on connaissait la commotion cérébrale, mais c'est vraiment le process que... Pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça se passe, donc où l'arbitre ou le club qui a identifié une commotion, le signal pour valide, le joueur, le club et le médecin de la ligue. Le médecin de la ligue, je crois que ça a été retiré, parce qu'il commence à abonder un petit peu trop dans sa boîte mail, sont avertis. Et surtout, donc, il y a un signalement qui fait que la licence est bloquée. Et c'est seulement le médecin de la ligue qui va vérifier que le positionnaire répond à toutes les questions non, plus de symptômes. Le certificat médical a été bien rédigé, qui dira OK pour qu'on puisse débloquer la licence. Et de nouveaux joueurs, de nouveau le club sera averti que sa licence est débloquée. Alors dans certaines ligues, comme sûrement ici, en tout cas dans la mienne, en Aura, Auvergne-Rhône-Alpes, on avait sécurisé pour que les médecins, ce n'était pas que le médecin ligue qui débloquait les licences, on avait un pour l'Auvergne, un pour Grand Ardèche, un pour les Alpes et un pour le Lyonnais, ancien comité si tu veux, et ça permettait de ne pas avoir toutes les déblocages de licence, parce que c'est vrai que pour le médecin de la ligue, ça peut être une après-midi à regarder ses livres. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça va sécuriser un petit peu. Non, en fait, on est 3 médecins. Voilà, c'est ça. Il faut être au moins 3 ou 4 parce que. Non, en fait, on fait tous les secteurs, toute l'île de France, et une semaine chacun. D'accord. Nous, on avait réparti sur les 4 maisons ovales de notre ligue. Ça, c'est géographique. Hein. Après, des ligues, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais comme Pôle-France ou peut-être Normandie, le médecin, il peut peut-être faire tout, vu le nombre de licenciés. Alors, le moins de 19 ans, ça n'a pas changé. C'est les règles du rugby, Philippe, donc c'est pour ça qu'il faut les prendre telles que, mais on peut voir des petites adaptations, mais généralement, il faut s'y coller. 23 jours. Alors, vous me direz, j'en reviens même à répondre hier, 23 jours, et on vient de dire que ça va être 21 pour les plus de 19 ans. Vous avez découvert donc, la nouveauté de cette année. 23 jours, ça a été fait sous l'ancien mandat du comité médical. Ça avait été élargi de 21 à 23, tout simplement parce qu'il avait peur qu'il y ait des tricheries. C'était 3 week-ends sans jouer. Comme ça, si le jeune a fait une commotion un vendredi ou un samedi, on ne pouvait pas dire il pourra jouer le dimanche, 21 jours après. Donc là, ils avaient résolu le débat en disant c'est 23 jours. 23 jours, pour moins de 19 ans, on n'a pas voulu y toucher pour les raisons qui sont simples, c'est que le cerveau du sujet mineur, il est en pleine maturation. Il y a des potentiels qui sont à préserver beaucoup plus que le sujet adulte, donc on s'est dit la semaine de repos complet, c'est du repos physique, donc peut-être à modérer en fonction de ce qu'a dit Philippe, mais c'est un message assez simple, c'est une distance de sport pour l'école, et puis surtout, il ne va pas en classe tant qu'il a des signes, ne serait-ce que des mots de tête ou des difficultés à se concentrer. Donc, vous posez la question, le retour à l'école, si je le vois le lundi et qu'il est déjà mieux, il y a des commotions en 48 heures pour récupérer, il va aller parce que je me dis bien que s'il a du mal à se concentrer ou à faire ses devoirs,
il me remet un mail et je suis chez France pour rentrer chez lui. Et fait les jeux du courant, c'est le chien, ça avait les dents, mais il ne va pas faire ses doigts. Et le repos physique, il est recommandé sur une seule. Donc vous retrouvez tous les paliers, ça on ne va peut-être pas avancer là-dessus, c'est des paliers de 24 heures. Il faut qu'à chaque palier, généralement, il n'y ait pas des symptômes qui réapparaissent, comme des maux de tête ou des sensations de fatigue inhabituelle, ou des vertiges, ou même des nausées. Donc il faut être vigilant, c'est des paliers qui sont progressifs. Quand on fait une deuxième commotion chez le moins de 19 ans dans l'année, on passe à 42 jours d'arrêt sans compétition. Aujourd'hui, la fédération, on demande quand même qu'il y ait un avis spécialisé avant la reprise. Alors l'avis spécialisé, ça va répondre à une question qui a été faite tout à l'heure. C'est quoi? Je pense que l'avis spécialisé, c'est un médecin du sport qui faisait plutôt médecin proche du rugby, qui connaît la commotion. Il faut qu'on balaye devant le sport, il y a beaucoup de médecins qui ne connaissent pas la commotion, tout en plus dans les services d'urgence, les urgentistes pendant plus de 15 ans. Et on laisse ressortir des jeunes en lui disant c'est bon, tu as récupéré, tu vas en cours, tu peux reprendre l'entraînement la semaine prochaine, donc ça c'est pas possible. Donc un avis spécialisé, c'est un avis médecin du sport, qui est proche du rugby. Il peut y avoir, et j'ai posé la question tout à l'heure, il y a dans chaque région aujourd'hui, et en Ile-de-France, il y a Philippe Berry qui est Jean-François Sherman, il y a des neurologues qui connaissent le rugby, parce que là aussi, c'est pas pour dénigrer les autres spécialités, il y a des neurologues qui ne connaissent pas bien la commotion cérébrale, et qui connaissent l'AVC, ils vont connaître toutes ces maladies graves neurologiques, mais la commotion cérébrale, ils la connaissent pas. Donc on pense qu'un jeune de moins de 19 ans qui fait une commotion pour la deuxième fois dans l'année, il doit avoir un avis spécialisé. Et vous avez des médecins du sport, en tout cas dans ma région ça existe, qui se sont vraiment spécialisés aussi sur la prise en charge de la commotion et qui vont plus loin quand les symptômes persistent. La troisième commotion, c'est un vrai débat pour moins de 19 ans. Le raccourci qu'a dit Philippe et qui pourrait être sûrement la solution, parce qu'on sent qu'il y a une certaine vulnérabilité, c'est d'arrêter un sport de contact, un sport de chute, un sport de combat, puisque ça fait quand même beaucoup de froid dans l'année. Et quand vous voyez ce que vous avez dit Philippe sur l'évolution à long terme de sportifs qui ont eu des commotions ou des impacts répétés ou des plaquages de répétition. Alors c'est plus vrai dans les sports professionnels puisqu'il y a l'entraînement tout au long de la semaine. Là il y a un vrai avis spécialisé. De toute façon la licence elle est bloquée 180 jours. Donc 180 jours ça fait 6 mois. Donc là effectivement il y a un petit arrêt. On voit des jeunes qui s'arrêtent 6 mois, qui vont reprendre, qui reprennent bien. Vous savez, dans les symptômes, il y a des trucs bizarres. On ne va pas rentrer dans l'histoire de chasse, mais il n'y a pas très longtemps, un jeune que je suis, un gamin, il me dit je suis inquiet, Olivier, mon fils il va pas bien, je vois Bourg-en-Bresse en junior, en espoir. Quand il regarde les matchs de 14, il a peur dès qu'il y a des impacts. Je lui dis écoute là, effectivement, c'est pas encore guéri son histoire, on va pas le faire retrouver, mais peut-être que tant pis, il va pas regarder les matchs pour un moment ou l'autre. Je dois te dire un truc, c'est pas. Pierre m'avait joué à la mission d'achat dans le monde. Il y a un 18 ans. Bon, c'est laissé du temps. C'était sa deuxième promotion dans l'année, je crois. Et aujourd'hui, au revenu, il est vaillant, il n'a pas peur. Mais il faut savoir prendre le temps. Pour le plus de 19 ans, donc c'est la nouveauté de cette année. Je sais que ça va faire grincer les dents parce que c'est 21 jours, mais je pense qu'on est là pour la sécurité, pour protéger nos joueuses et nos joueurs. Donc maintenant, ça sera 21 jours. Alors, on a demandé une petite permission à World Rugby, parce qu'on a le problème des jeunes filles élites qui jouent aussi au niveau international, où elles, là, sont soumises au protocole HIA, parce qu'il y a une vidéo, parce qu'il y a un médecin match, parce qu'il y a un protocole connecté qu'on n'a pas dans le milieu amateur, en tout cas pas encore en études, c'est sûr. On a demandé à World Rugby si on pouvait réduire le carton bleu à 12 jours si tout va bien. Pourquoi l'embêter pendant 21 jours à pas jouer? Et on a une réponse qui est plutôt intéressante. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on annule le carton bleu. De toute façon, le but profite aux joueurs de la joueuse. On pourra peut-être pour l'élite 1 et la nationale, c'est un message que je vous donne, et ce sera au cas par cas, et ce sera nous, le comité médical et la direction médicale qui feront la part des choses, de réduire à 12 jours, selon deux conditions. Un, initialement sur le terrain, le jour d'entraînement du match, et au moins un kiné ou un médecin qui soit formé level 2 voire rugby. Ça, c'est une condition pas facile, parce que j'ai déjà formé tous les médecins de 14 et des 2, les médecins de match. Donc on va élargir la formation World Rugby aux kinés et aux médecins de national et de l'élite 1 féminine. Et la deuxième condition, c'est qu'on aura pu avoir un avis neuro, un listing de neurologues dont fait partie Philippe, que vous pouvez demander à la fédération. Il y en a dans toutes les régions maintenant, y compris les régions de World Rugby, dans le sens peu licencié, pour que
la jeune fille ou le joueur de national puisse reprendre, non pas à 21 jours, mais à 12 jours. Je ne vais pas vous faire passer le message aujourd'hui, que ça va être facile, ça sera vraiment en cas par cas. Une joueuse des Neptunes sur le Seven la semaine dernière qui a pris un carton bleu, le médecin, le Seven, c'est un médecin de match qui était le 2, donc ça c'est un bon point, il pense que même si c'était pas de commotion, mais l'arbitre voulait mettre le carton bleu. Bon, j'ai bien dit au médecin de match que de toute façon, si la décision de l'arbitre était de carton bleu, on n'a pas une seule décision de l'arbitre. C'est comme un carton rouge, comme un carton jaune. L'arbitre peut se tromper. Généralement, il faut plutôt bien former. Parce qu'il y a des arbitres parmi nous. Je pense qu'en France, il y a quelqu'un qui connaît la commotion de l'arbitre. Et donc, le doute profite à la joueuse au joueur. Pour la deuxième commotion, dans les 12 derniers mois, donc dans l'année, pour un plus de 19 ans, on reste à 21 jours. Ça, c'est World Rugby qui nous le dit, avec pas mal de vigilance. Quand on a mis en haut la pas de nécessité d'un avis spécialisé avant la reprise, je pense que ma diapo n'est pas à jour, on préfère que ce soit un neurologue ou un médecin du sport qui connaisse la commotion, qui puisse quand même évaluer cette deuxième commotion dans l'année. Je pense qu'à partir de la deuxième dans les 12 derniers mois, ça me paraît évident et nécessaire. Je pense que le pas de nécessité, je pense qu'il est faux, c'est plutôt de nécessité. Le plus de 19 ans, ça n'a pas changé, ça reste à 90 jours pour une troisième promotion dans l'année, donc c'est vrai que les joueurs de national, de général, ils en enchaînent parfois. Il faut vraiment prendre quand même la vie spécialisée avant de reprendre l'activité rugby. Je ne dis pas qu'il faut arrêter, c'est pas le moins de 19 ans, mais on le sait aujourd'hui, je vous l'ai dit, il y a une certaine vulnérabilité. Il y en a qui sont exposés à plus de commotion, il y en a qui sont exposés à des symptômes plus forts, il y en a qui sont exposés peut-être à l'encéphalopathie chronique traumatique à l'avenir. Donc il faut vraiment qu'on se pose des questions au bon moment et pas trop tard. Le protocole de retour au jeu, c'est des paliers de 24 heures, je pense que vous les avez tous, en tout cas, il ressemble à ça. Et je vous montre même que c'est le tableau qu'avait mis Philippe. On m'a encore posé cette semaine la question, est-ce qu'il diffère entre la phase 6 et la phase 5. En gros, la phase 5, la pratique avec contact, c'est aussi une phase avec palier, c'est-à-dire que c'est du contact un peu protégé avec des boucliers, c'est pas une opposition contre à vitesse réelle et grandeur de match. Donc c'est encore un entraînement progressif. Je pense que dans un programme d'entraînement, on peut très bien faire quelque chose de plus particulier pour celui qui a une promotion. La phase 6, c'est la reprise du jeu avec le retour à la compétition. Donc là, le joueur doit avoir complètement et pouvoir jouer à vitesse réelle et grandeur nature un match de rugby. Le questionnaire qui vaut ce qu'il vaut, mais qui, je trouve, a un intérêt, c'est que quand vous savez plus ce qui existe comme symptômes dans la commotion, vous pouvez le reprendre et finalement, tous ces symptômes un peu surnois, parce que c'est une maladie invisible, mal à la tête, si le joueur ne vous dit pas, si la lumière le gêne, si le gêne, il ne va pas forcément vous le dire, vous allez le voir sur son visage peut-être, et c'est bien de peut-être dans un coin de sa poche, quand on est éducateur, d'avoir cette liste de questions et de savoir repérer un gamin qui s'est un peu isolé du vestiaire parce qu'il y a du bruit ou qui dans le bus a baissé la lumière parce que, alors que d'habitude c'est le leader, c'est le premier à chanter le variable. Tous ces symptômes sont peut-être évocateurs d'une commotion et ça vaut le coup de l'interroger pour lui dire rappelle-moi, et puis après sur la vidéo, sur l'explication du joueur, effectivement il y a des arguments, il est encore temps après le match de le déclarer en carton bleu, même si l'arbitre a validé sa feuille de match dématérialisée après un match. Une chose qu'on ne vous a peut-être pas dit, je ne sais pas dans quelle proportion, il y a des symptômes qui peuvent arriver à distance de la commotion. Il peut être plutôt pas mal, finir le match, et c'est arrivé. On puisse avoir des maux de tête et des sensations désagréables 24-48 heures. En l'occurrence, en consultation, on voit des joueurs qui finissent le match et puis il y a une difficulté quand même parce que le lendemain, sur le lendemain, ça va pas finir. Le certificat médical, donc il y en a deux. Il faut bien faire une partie remplie et plutôt par les parents quand ils sont mineurs et validée par le médecin. Attention, là, c'est pas le médecin de ligue, c'est le médecin du club ou le médecin du sport. Ça peut être un médecin traitant. Un bon nombre de médecins traitants commencent à connaître la commotion, surtout si dans la qualification de médecine du sport. Donc il n'y a pas que des mauvais médecins traitants. Il y en a un l'autre jour qui m'a envoyé un mail, un médecin de Rennes, en me disant alors c'était pas pour une commotion, oui, vous dites qu'il y a une particularité à cocher première ligne, je voudrais savoir ce qu'il diffère. Donc je lui ai répondu, voilà, il faut qu'il ait un morphotype intéressant, il faut qu'il ait quand même
pas d'antécédents cervicaux, c'est plutôt une musculature cervicale importante pour en première ligne. Donc parfois, pour répondre aux médecins généralistes dans nos régions, il y a des médecins dans l'Assemblée ou c'est que vous êtes les seuls? Non, il y a des kinés peut-être. Pour aller plus vite, mais vous connaissez sur Ovalie, quand vous tapez la licence d'un joueur qui est dans votre effectif, vous retrouvez au même titre que le carton rouge, ce petit logo, c'est un carton bleu, c'est que la licence est toujours bloquée sous le couvert d'un carton bleu. Donc tant que ce logo est affiché, bien sûr, on ne peut pas l'inclure dans un truc de match dématérialisé. Normalement, on ne doit pas le mettre en entraînement. Donc le carton bleu, et ça c'est pas satisfaisant parce qu'on nous a posé la question tout à l'heure de savoir si on pouvait avoir un petit peu des antécédents, mais si on le fait bien, on aura quand même une épidémiologie des commotions cérébrales dans notre sport en France. Si on le fait bien, on aura les antécédents de commotion des jeunes, c'est-à-dire si quelqu'un arrive au secteur pro après avoir joué au rugby à l'âge de 5 ans et que sur sa licence on s'est compté qu'il a déjà eu 5 cartons bleus, bah, je pense que ça peut être intéressant, y compris quand il sera professionnel, de savoir que depuis son plus jeune âge, il a fait des commotions. Donc ça a quand même un côté carnet de santé. Bien sûr que c'est des problèmes récurrents. Les premières années, ça a été assez difficile. On a eu beaucoup de plaintes de joueurs et familles qui ne connaissaient pas, parmi les grands par méconnaissance du process. Et je vais vous dire, le plus dur pour nous, c'est les parents médecins. J'étais au bord, sur la main courante, et je vous dis que mon fils n'a pas fait de commotion. Allez dire au père d'un joueur. Mon père est médecin, que son fils, non, il ne jouera pas parce que l'arbitre a mis un carton bleu, ça n'a jamais été très facile. Et quand on creuse, simplement le médecin père du joueur ne connaissait pas la cause, il ne sait pas ce que c'est. Et donc, c'est pas grave. Il faut vraiment accepter l'autorité de l'arbitre quand c'est fait en match, il peut se tromper, bien sûr, mais souvent il faut bien faire. Donc voilà, je voulais vous faire passer ce message, que le carton bleu, tout le monde le connaît, mais il reste encore pas mal de choses à faire. C'est l'intérêt de la santé des joueurs, et c'est vraiment aussi l'intérêt de vous, éducateurs, de savoir les commotions sans être médecin, c'est des choses simples. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Ce dessin animé, je vous invite à le diffuser aux parents, aux arbitres, aux joueurs, aux éducateurs, aux clubs et aux comités, parce que c'est comme ça qu'on fera passer les bons messages. Si vous avez des questions sur le diaporama ou sur les projets médicaux de la fédération sur le sujet ou autre, je suis à votre disposition. C'était très clair, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport aux nouvelles réglementations ou aux arrêts? Voilà. Je voudrais juste dire un mot sur les entraînements. Parce que bon, j'étais président du club et dirigeant, je sais un peu comment ça passe. On est parfois ric-rac en effectif, mais n'oubliez pas un truc quand même, on est dans le rugby amateur. Je sais bien qu'on est tous des passionnés et que des fois les effectifs sont justes et qu'on se dit ouais, mais s'il n'est pas là dimanche prochain, on va être en galère parce que c'est un bon joueur, etc. Franchement, on ne peut pas se permettre de mettre en danger la santé des garçons et des filles qu'on a dans nos clubs. C'est trop grave. Même si on voit que les stats, il ne faut pas toujours s'alarmer, mais c'est important. Et on a tendance des fois à être un peu laxiste là-dessus, par préoccupation de l'effectif. Et puis aussi, le médecin, mais pas que le médecin, moi aussi des fois, les présidents m'appellent, ils me disent ouais mais non, mais l'arbitre il a un carton bleu, mais il n'est pas médecin, patati patata. Je suis désolé, mais bon, l'arbitre il n'est pas médecin, c'est vrai, mais comme l'a dit Olivier, ils sont formés, et surtout, et on en parlera tout à l'heure aussi, mais je pense qu'on est dans la prévention aussi, voilà, franchement, les joueurs pros, ils sont plus suivis parce qu'il y a tout un staff. Nous on est dans le monde amateur, mais on ne peut pas rigoler, puis donc c'est avec la santé de nos pratiquants. J'ai pas envie qu'on se retrouve devant la barre d'un tribunal parce qu'un gamin il a des séquelles ou parce qu'il est décédé, tout simplement parce qu'on a fait preuve de négligence. Voilà, on ne peut pas se permettre ça. L'enjeu ne doit pas passer avant la santé des pratiquants. Je vais juste rajouter quelque chose, c'est que je n'ai jamais débloqué un carton bleu. Que si les médecins de ligue en ont débloqué, je pense qu'ils se sont trompés. Et que tant que je serai le président du club médical, je lutterai pour qu'on me demande de débloquer un carton bleu. On entend tout. Un jeune, il est capitaine, il va bien, il va faire la finale au Stade de France des Halles à Mercerie, on va le priver de ça. Ah oui, il va être sur la touche, il va être peut-être porteur d'eau, il ne va pas jouer. Et donc, je pense qu'il faut être ferme. Il n'y a pas de. Ça doit être le fils du président, le capitaine de l'équipe, et ça doit être la finale des travaux des Halles à Mercerie et que sais-je, ça ne change rien.
Je n'ai jamais mis un carton bleu et toutes les demandes qui me sont faites au comité et à la direction médicale, c'est bien. Voilà. Ça peut... C'est dur, mais c'est comme ça, c'est dans l'intérêt des joueurs, bien sûr. Merci, ça suscite une question. C'est moins une question qu'un retour d'expérience. Mon pire ennemi, moi, c'est quand je veux protéger un joueur. Mon pire ennemi, c'est le coach qui se rappelle qu'il y a eu un faux positif en régional, en réserve de régional. On n'a pas des arbitres qui sont si excellents que ça et qui peuvent, par excès de zèle, mettre des cartons bleus à tort. Et moi, je ne peux plus protéger les joueurs qui en auraient besoin, parce que je vais recevoir de la part des coachs beaucoup d'influence pour ne pas le faire. Un joueur se blesse à l'entraînement. Mais non, c'est pas grave, tellement on a peur que si c'est donné à tort, on ne puisse pas revenir dessus. Alors, on ne viendra pas sur un carton. Oui, mais justement, si l'excès de zèle fait que peut-être un gars qui mériterait que je le signale, je vais avoir énormément de pression. Et il faut lutter contre ça, on le sait. Oui, mais vous ne m'aidez pas avec c'est tellement lourd, c'est tellement énorme que... Pour relativiser, 3 semaines dans la carrière d'un joueur, c'est pas lourd. Hein. Alors, c'est même pas un joueur, c'est un amateur. C'est un amateur. Mais justement, quelqu'un qui ne mériterait pas d'avoir un carton bleu quand même, le jour où il fait une commotion, une vraie, c'est 6 mois dans la vie. Au bout de la troisième. Au bout de la troisième. Je crois que c'est zèle, ça me fait. Moi, je pense, à chaque fois qu'on me demande de lever un carton bleu, et qu'on me met des vidéos qui m'interrogent, franchement, il y a rarement des excès de zèle. Rarement. En Alain Mersoli, peut-être, en Krabos, peut-être, en réserve de régional 2. Un carton bleu parce que ça peut écouter. C'est l'officiel de match de l'inspection, je me rappelle, aujourd'hui, je pense que je rappelle c'est auprès des arbitres qui sont mieux faits. Donc les excès de zèle, il y en a. Et le tout profite aux joueurs, franchement. Je suis passé à Platintec avec plus atteint les tournées de haut vol. Oui, on était en avance. 21 jours dans son rêve. C'est pas réglé, c'est pas réglé. Tu peux finir en deuxième, mais ça, c'est déjà. Parce qu'en dessous, les propos, tu vois pas. Et qui vont m'empêcher, de quelque part, de protéger celui qui en a besoin. Tu fais part des médecins. Parce que quelqu'un qui n'en avait pas besoin, ça pouvait coincer, embêter, ce genre de choses. Et c'est le fait que ce soit complètement absolu, c'est coincé, c'est bloqué. Si c'est les faux positifs, c'est beaucoup trop lourd par rapport au vrai négatif. Il y a à la fois qu'il n'y a pas de commission, il n'y aura jamais un médecin qui fait des choses sur un courant, même en tant que père de joueur. Donc on est obligé d'avoir des règles qui sont reconnues, qui protègent notre sport. Donc oui, il faut avoir une pression, je l'entends, hein, c'est dur, mais on ne développera jamais de licence. Et ça, cette année, ça va être dur parce que 21 jours, ça va faire grincer pour faire une équipe à 15 dans certaines régions. Mais non. Une dernière question avant la pause. Pardon, oui. Vous avez quitté là. Le carton bleu depuis l'instauration. Ça me paraît juste assez énorme. On a sur le total des matchs. Après, si je mets l'info, mais c'est pas très important. Après, je voulais juste savoir si. J'ai pas compris la question. Vous avez indiqué 18 000 cartons bleus depuis l'instauration. Oui. Ça me paraît juste gigantesque. Enfin, moi. Bon. C'est une commotion tous les 25 matchs dans le milieu amateur. Ouais, voilà. Tous les 25 matchs. Pour 30 joueurs. Et juste, je voulais savoir aujourd'hui, vous savez, on utilise beaucoup, nous, dans le monde amateur, la vidéo VO. Donc quasiment maintenant tous les clubs ont des caméras VO. Je voulais savoir si vous travaillez un peu avec des... Si à terme ces caméras pourraient repérer des joueurs qui sont un peu... C'est intéressant ce que tu dis.
milieu pro comme vous l'avez dit et le milieu amateur. Le joueur qui va être évalué et qui peut rentrer, il peut parce que il y a un médecin de match, parce qu'il y a une vidéo 4 angles, je ne sais pas ce que vous avez, et parce que maintenant il y a des protections connectés. Ça coûte grosso modo 1 million par an pour dépister dans le milieu professionnel français ces commissions cérébrales. Le milieu amateur, et on revient à mieux, ne pourra jamais faire ça. Par contre, question très intéressante, la nationale, vous savez, qui fait le retard, et l'élite 1 va être télévisée cette année. Et celui qui a pris le marché pour la nationale, sur les réseaux sociaux, il propose, ce que tu dis là, j'imagine, de l'intelligence artificielle pour dire dans la vidéo, tac, il y a un warning et il y a une commotion cérébrale. Donc, reste à savoir comment on peut se positionner, ça peut être très intéressant. Il faut que tout le monde ait une idée, il faut que tous les matchs soient filmés par le même type de procédé. Et puis, ça sera sûrement du a posteriori. Mais même a posteriori, ça peut être intéressant. Ça répond à ta question? Oui, merci. En partie, ouais. Alors dis-moi ce que j'ai pas... Non, c'est ça. Est-ce qu'on allait utiliser les nouvelles technologies pour nous aider, quoi? Encore une fois, mais bon, il faut des moyens, mais... Les freins... Non, mais à mon avis, ça sera mieux qu'un arbitre qui voit pas tout déjà et qui... Alors non, ça sera en plus. Oui. En plus. Ouais, il fera moins de gens. Merci à tous. Donc 15 minutes de pause, on se retrouve à 11h05 à la fin. Juste pour vous donner un chiffre que vous avez utilisé pour vous préparer la vidéo. À nous, les commotions de la saison dernière, en Ile-de-France, carton bleu, 120 cartons bleus. Quand vous ramenez le nombre de cartons au nombre de rencontres, vous ne fait pas tout ça. Après, Mathieu là, il fait de l'information. Oui, on peut toujours améliorer l'information des arbitres, mais je le redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans une société de plus en plus judiciarisée, où on recherche les responsabilités des gens, l'arbitre qui par complaisance, gentillesse, ne mettrait pas un carton bleu, et si au demeurant derrière il y avait un problème de santé grave, il faudrait aussi sa propre responsabilité, tout comme le président de la Ligue, tout comme le président du club. Donc voilà, c'est simplement ça que je suis en train là de faire pétocher les gens, mais je pense qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion.